nous nous retrouvons dans cet auditorium ce soir consacré aux addictions liées aux troubles psychiques. Cette thématique nous a été fortement demandée par les familles dont l'UNAFAM s'occupe, comme vous le savez. Je voudrais une synthèse avec des questions plus pertinentes. Donc, Madame Odile Raymond va maintenant prendre la parole. Avant de démarrer mon intervention, je vous présenterai le service dans lequel je travaille. Alors, ce service, pour ceux qui ne connaissent pas, est rattaché donc à l'hôpital de Thuir. C'est un intersecteur de toxicomanie. Il est composé de 3 unités. Vous avez le XAPA, auquel je travaille. C'est un centre de consultation. Le XAPA veut dire Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Alors, dans ce centre, il y a une équipe multipartenariale où tout se fait en consultation ambulatoire. C'est-à-dire qu'à la suite d'un premier entretien, la personne va maturer son projet avec les membres de l'équipe. Une deuxième unité qui se trouve aussi en ville, c'est le centre méthadone, où là, il y a uniquement le traitement de substitution donné à la méthadone pour les personnes dépendantes des opiacés. La troisième unité se trouve à Toulouse. C'est le centre de post-cure L'Olivret. C'est un lieu de vie pour les toxicomanes sevrés de toute substance actuellement, en cours de changement au niveau de l'accueil des différentes problématiques, puisque jusqu'à présent, il y avait uniquement les personnes accueillies qui étaient sevrées complètement de toute substance illicite, mais aussi de traitement de substitution. Depuis peu, le projet se réactualise pour aller vers la prise en charge aussi des personnes sous traitement de substitution. Ce lieu de vie accueille 9 personnes, est ouverte 365 jours sur 365, et là se travaille surtout tout ce qui est de l'ordre de la réhabilitation psychosociale de la personne. Une chambre externalisée que moi j'appelle appartement thérapeutique est aussi à la disposition du service pour accueillir une personne et faire un travail au plus près dans la cité. Voilà un peu la présentation du service. Alors ce qu'il faut savoir quand même dans toute cette organisation du soin, il est surtout demandé à la personne un désir de changement et une motivation personnelle. Donc toute la démarche va être d'accompagner cette personne à s'approprier sa demande et à la travailler au fur et à mesure de tout ce parcours. Voilà. En préparant mon intervention de ce soir, j'ai commencé par relire différents cours que j'avais donnés, des articles bien documentés sur le sujet avec définitions, chiffres et graphiques à l'appui. Et puis soudain, je me suis aperçue que ces discours érudits de spécialistes ne m'appartenaient pas, qu'actuellement, mes préoccupations, questionnements étaient ailleurs. J'ai repensé à la citation d'Aragon, qu'il y a 2 formes d'intellectuels, ceux qui brillent et ceux qui éclairent. On verra à la fin de mon intervention à laquelle j'appartiens. Alors, j'ai décidé que je ne parlerai pas ni de protocole, ni de produits, ni de parcours de soins. Mais je partagerai avec vous mes réflexions, mes engagements autour du soin et de l'accompagnement. Cette intervention traitera donc de la parole. Parole de soignants, parole bien sûr d'usagers patients ou de patients usagers, on ne sait plus très bien, des mots pour le dire, lecture d'écrits produits dans un atelier d'écriture à l'Invite, qui rythmeront mes digressions. Alors l'Invite, c'est un lieu auquel nous faisons appel la plupart du temps pour aider les personnes en soins à pouvoir reprendre une vie sociale, se rencontrer, créer.
Mais il ne faudra pas oublier ce soir, puisque nous sommes là ensemble, l'interrogation des familles qui sont dans la salle. Donc je crois qu'il y aura après. Ce soir, nous referons le lien, l'alliance thérapeutique, afin de donner sens à tous ces mots. Alors pour démarrer, je voudrais vous lire un écrit qui s'appelle « Complainte au monde entier ». Je m'adresse au monde entier, moi le toxico-errant. J'ai mal aux veines et mal aux pieds, et je n'ai plus toutes mes dents. Pensez à moi dans vos fauteuils, mon bras pendu à une aiguille, et mon pied gauche dans un cercueil. Et à ma main, aucune jeune fille. Regardez-moi, marcher, boitant, mon œil hagard, mon cœur battant. Je creuse ma tombe de poudre blanche. Pensez à moi, sinon je flanche. Courir pour moi est une torture, vivre pour moi est une épreuve. Mon âme est gravée sur un mur, ayez pitié de ma future veuve, rendez-vous compte de mon angoisse, de ma malchance et de ma poisse. Tel un rat mort pris dans un piège, y pensez-vous dans votre siège. Au départ, il y a un concept, les addictions. Être addict, addictus, c'est donner son corps en gage pour payer une dette, être réduit pratiquement en esclavage. Mais c'est avant tout être consommateur abusif, dépendant d'un produit tel qu'il soit. Cannabis, cocaïne, héroïne, alcool, médicaments, sans compter les addictions sans objet, les achats compulsifs, les jeux vidéo, etc. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez même des pubs où il y a marqué « addict ». Être addict est passé maintenant monnaie courante dans le langage. Cependant, ce concept à lui seul ne peut refermer ni définir ce que revêt chaque réalité individuelle. Pour chacun, le produit va jouer un rôle différent dans son économie psychique. On l'a vu avec votre intervention, c'est vrai que pour chacun, la personne va trouver un petit peu de réconfort. Même si c'est un faux réconfort, dans tous les discours que nous avons, la personne cherche un réconfort. Alors pour certains, ça sera se calmer avec le joint du soir, s'exciter, s'euphoriser, lutter contre la dépression. Les soins, comme vous avez pu le voir lors de la présentation du service, relèvent de l'organisation, de structures, de réponses institutionnalisées. Cependant, à l'intérieur de ce parcours, la cure, la post-cure, le centre méthadone, les consultations, les différents rendez-vous, de quoi va-t-il être question? Du produit quelquefois, du parcours personnel toujours, de son histoire singulière et surtout de redonner sens à tout cela pour se construire avant tout, s'éloigner de cette servitude, pouvoir devenir soi sans le produit. Par-delà l'abstinence, on va travailler le renoncement et ça c'est beaucoup plus difficile parce que c'est vraiment faire un travail de deuil. Pourquoi je vis parce que je vis? Aujourd'hui, je ne vois pas avec ce que je vais. Pourquoi je verrai ce que je ne vois pas? J'écouterai ma voix le long des années perdues à chercher le sens. Quand on parle du soin, ce qui fait résonance la plupart du temps, c'est la partie médicale, du traitement. Les références sont scientifiques et biologiques, mais la réponse ne peut être uniquement de ce côté. L'objet du soin est avant tout la souffrance qui a amené l'individu à consommer. Plusieurs disciplines et méthodes doivent être donc concomitantes. Cela fait appel, bien sûr, au médical, au psychologique et au social.
Ce champ élargi de compétences nécessite des équipes pluridisciplinaires et un réseau multipartenarial ouvert sur la cité. Alors, ce qui me semble vraiment absolument indispensable, c'est de préserver un peu cette multiplicité, c'est-à-dire que chacun puisse apporter son regard différent sur la situation. C'est-à-dire qu'un médecin psychiatre ne va pas réfléchir de la même façon qu'un psychologue, qu'un éducateur ou qu'un infirmier. Et c'est dans ce puzzle et ces représentations différentes qu'on va pouvoir construire un projet. Et à mon avis, c'est vrai que s'il y a des unités après spécialisées pour le soin, il faut aussi préserver la différence. Parce que cette différence va apporter des éclairages différents. Alors, quand on parle aussi d'ouverture sur le social, il faut aussi faire appel à tous nos partenaires et décloisonner et sortir des murs de l'hôpital. Parce que ça me semble aussi indispensable. Les gens vivent dans la cité, il est important aussi de faire appel à tout ce qui existe comme partenaire. Éducarer veut dire accompagner vers. Il faut alors prendre en compte la réhabilitation psychosociale de la personne, aller vers et se trouver. Je suis le chaînon manquant, le carreau cassé, le cheveu dans la soupe, l'histoire à trous, l'oiseau rare, la pensée vagabonde, le cerisier, la danse de la pluie, la moitié pleine de ta moitié vide. Là, je suis moi, je crois. Dans ce questionnement identitaire, la prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions est indispensable. C'est pourquoi je préfère le mot accompagnement à prise en charge. Cette notion renvoie à l'idée d'incompétence et de non-participation. Elle dénie la part du sujet dans la dynamique du soin. Je ferai ici référence à la présidente de la Maison Bleue, qui, lors d'un colloque, lorsque nous évoquions la pénurie de lits, nous fit comprendre qu'il faut bien sûr des lits, mais que les malades ne voulaient pas être couchés, mais debout. Naître, c'est un choc, c'est la première décision, c'est le premier danger, c'est accepter de se transformer. Naître, c'est un cri vers les autres, naître, c'est vouloir convaincre. L'accompagnement, c'est un partage. Si on se réfère dans le temps, le compagnonnage était là pour partager le pain. Un cheminement dans le temps. Ce temps, souvent malmené par les institutions, n'est pas toujours ni le temps du soignant, ni le temps du patient. Du premier rendez-vous aux plusieurs mois d'accompagnement, voire plusieurs années, il faut prendre le temps, y compris le temps de penser, le soin. Accompagner est une rencontre singulière, avec soi, avec l'autre, chaque fois renouvelée, créant un lien, le temps d'une consultation, d'une visite à domicile, d'une démarche administrative, d'un entretien à l'hôpital, donner du soi et tricoter du lien. Travailler ensemble un projet de vie, englobant le soin et non pas le contraire, articuler la thérapeutique avec le social. Pour construire du temps, il faut un accompagnement de proximité. Il faut aussi préparer la cité à accueillir la différence. C'est pour ça qu'actuellement, dans le département, on travaille autour des ateliers santé-ville et d'un contrat local de santé. Bien sûr, la santé mentale y est partie prenante, les addictions aussi. On a commencé un petit peu à rencontrer tous les gens qui vivent au quotidien avec toutes les personnes que nous soignons. Donc on a fait, avec Brigitte Graël, une formation pour les gardiens d'immeubles, qui sont souvent en première ligne. Ça a été un échange très intéressant.
Et c'est là justement dans ce genre de développement de pratique, d'aller à la rencontre des personnes qui vivent au quotidien, de pouvoir répondre, leur expliquer ce qu'il se passe pour quelqu'un qui consomme mais aussi qui a des troubles. Hein. Donc ça permet à un moment donné de comprendre l'autre et d'apporter une information, une explication claire. Parce que très souvent, les gens ont du mal à comprendre, y compris comment nous fonctionnons, nous les soignants, et les réponses que nous apportons. Très souvent, il y a des demandes sur les quartiers qui sont faites dans l'urgence, par rapport à des situations cliniques très compliquées, et en même temps, personne ne répond. Pas les pouvoirs publics, pas forcément les gens qui doivent faire respecter la loi, et donc les gens se tournent vers l'hôpital, et là non plus, il n'y a pas de réponse. Donc, souvent, les gens se sentent démunis. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail aussi autour de la cité pour accompagner cette démarche. Alors, pour certaines personnes, pour reprendre confiance et sortir de chez lui, il faut accompagner à aller boire un café en ville. Mais a-t-on encore le droit, en tant que soignant, d'accompagner un patient en ville pour boire un café? Est-ce du temps perdu, du temps gagné? Pour certains, ça sera s'inscrire à la médiathèque et relire. Ce sera reprendre un travail après une longue période de maladie. Ce sera participer à des ateliers à habitat et humanisme pour trouver un nouveau logement. Cet aménagement du quotidien va permettre justement de retrouver une place et reprendre confiance en soi. Donne-moi au pinceau, à l'existence, donne-moi à ma vie, donne-moi à la liberté, mais fais bien attention car me voilà vulnérable parfois. Donne-moi la poussière des anges, donne-moi le temps d'être absente, donne-moi le rythme correspondant des chansons du dimanche, donne les ailes posées à l'entrée, à gauche, donne-moi la lumière du soleil pour la poser au sommet, donne-moi la voix, donne-moi les clés, je m'en vais. Pour certains, ce sera commencer par se soigner les dents. Pour d'autres, ça sera d'aller à la Maison Bleue. Au détour de ces parcours singuliers, il arrive d'être confronté à des difficultés plus inquiétantes pour moi, qui demandent d'être encore plus présent, plus contenant, bref, de sortir de cette neutralité bienveillante dont vous avez parlé tout à l'heure. Qualité paraît-il indispensable à un soignant. La plupart du temps, le diagnostic de comorbidité psychiatrique est posé. La grande question est alors de savoir de quel service il relève, de la toxicomanie ou de la psychiatrie. La valse thérapeutique commence, question de prévalence. Est-ce l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf? Le délire est-il préexistant et flambe-t-il avec les produits? L'intoxication est-il le déclencheur? La coexistence de l'addiction et des troubles mentaux interagissent et s'influencent mutuellement. Qu'ils s'adressent à nous d'eux-mêmes, accompagnés par leur famille ou orientés par des institutions, ils font maintenant collaborer entre services, créer des passerelles nécessaires pour permettre à chacun de trouver sa place. Entre hospitalisation, contraintes, hôpital de jour, aide ménagère, mettre en place des étayages, des liens, des lieux, autant d'ancrage possible pour éviter la déliaison, la déraison et peut-être la mort. La comorbidité contient toutes les peurs, tous les désespoirs. Violet, c'est du silence engrangé, des années en lambeaux, du sel sur les plaies, les chairs à vif et l'âme en flou, capitonnée, physiquement, le fuselage éparpillé,
explosé en pleine vie. Pour beaucoup, la première rencontre avec le centre de soins est un moment déterminant de prise de conscience. Je me souviens très bien de ce jeune homme de 21 ans, fumeur de cannabis, extrêmement violent dans sa famille, qui, au bout de plusieurs entretiens, a fait état d'angoisse, de dissociation et de troubles de la vision. Il avait 21 ans. Depuis le mois d'octobre, actuellement, il est hospitalisé à l'hôpital. Et en fin de compte, le problème de cannabis cachait justement une entrée dans des problèmes beaucoup plus importants. Je repense à cette jeune femme qui s'est présentée aussi, qui était suivie en hôpital de jour et à qui ses enfants avaient été enlevés. Et son objectif premier était de se soigner. Bien sûr, elle était stabilisée de son état psychiatrique, mais en même temps, son désir était de reprendre une place auprès de ses enfants. Donc son désir de soin, en fin de compte, c'était essayer de recréer un noyau familial. Et la difficulté avec elle a été de trouver une structure pour pouvoir l'accueillir, puisque beaucoup de centres de post-cure encore, malgré le travail, je dirais, de tous les intervenants en toxicomanie, les post-cures ont quand même des prises en charge, je dirais, un peu élitistes, qui ne permettent pas toujours à des personnes qui ont des traitements lourds de pouvoir vivre au quotidien, puisque cette réhabilitation demande souvent, il y a du sport, il y a des randonnées, il peut y avoir du jardinage, et très souvent quand même les gens qui ont une double problématique avec des traitements assez lourds ont du mal, ont besoin de repos, ont besoin de temps de pause et ont du mal des fois à s'acclimater à cette activité des fois intense de la prise en charge proposée aux toxicomanes. Il en est de même pour les post-cures psychiatriques, puisque souvent la post-cure psychiatrique a du mal à accepter justement les comorbidités, c'est-à-dire si on est uniquement usager de la psychiatrie et qu'il n'y a pas de trouble à côté de toxicomanie et de dépendance, là on peut accueillir plus facilement. Si les post-cures psychiatriques savent qu'il y a une dépendance importante, soit donc au cannabis ou à d'autres drogues, ou une personne qui peut être sous Subutex ou méthadone avec son traitement en psy, eh bien, il peut y avoir un refus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est actuellement à la recherche de solutions sur le long terme qui peuvent aider les gens à être accueillis dans de bonnes conditions et en tenant compte de leurs capacités et aussi de leurs problématiques. Pour certains aussi, il est difficile de pouvoir projeter une hospitalisation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que très souvent, quand nous hospitalisons des gens pour lesquels un diagnostic de comorbidité n'a pas été posé, on nous répond, ben non, on ne peut pas le garder, ou en fin de compte, ben non, il ne correspond pas. C'est-à-dire, à Thuir, on soigne les psychotiques, on ne soigne pas les toxicomanes. Alors qu'il peut très bien y avoir quand même des troubles à l'arrière qui sont là, qui sont peut-être pas prédominants, mais qui empêchent un petit peu d'entrer dans la structure et de bénéficier d'hospitalisations beaucoup plus longues. Je me rappellerai ce monsieur de 45 ans qui n'était pas du tout délirant, pas psychotique, qui a fait plusieurs séjours donc à l'hôpital, qui est resté une semaine. Mais après, il a nécessité une hospitalisation sur 9 mois. Mais au démarrage, on ne prenait pas en compte toute sa problématique, c'est-à-dire que les problématiques étaient surtout somatiques, la gale, une infection au niveau des jambes, mais c'était dû à sa toxicomanie. Ce n'était pas dû à son incurie ni à sa difficulté de se prendre en charge. Donc c'est vrai qu'au quotidien, tout cela questionne et surtout pose les questions des limites institutionnelles.
Ceux qui ont le monde comme jardin, celui qui voyage même dans sa salle de bain, celle qui se noie dans son bain. Tout ça pour dire que des fois, on se noie nous-mêmes les soignants et on ne sait plus par quel côté peut-être envoyer des bouées ou nager aussi avec nos patients. Ce soir, je n'ai pas révolutionné le soin. Je n'ai pas fait l'apanage de nouveaux traitements ni apporté de réponses. J'ai redit simplement que le soin est du côté de l'humain, dans une posture d'ouverture et d'engagement. À mes yeux, ces différents questionnements sont des enjeux de société, où le rôle et la place de chacun sont toujours à redéfinir. Nos pères ont rêvé d'une société ouverte et égalitaire. La sécurité sociale a été une avancée sans précédent pour tous. L'hôpital public a défendu toutes ces valeurs et doit continuer à s'engager sur cette voie. Vous connaissez tous la phrase de Martin Luther King, « I have a dream », alors rêvons ensemble, un soin de qualité, pour tous, exigeant et respectueux de l'individu. Car si la raison ne pense pas l'infini, elle se mutile.